Monsieur Gervais a œuvré en pratique privée comme arpenteur géomètre de 82 à 99, après quoi il s'est consacré à ses études doctorales. Depuis 2004, il est professeur agrégé au département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences géodésiques obtenu en 82 à l'Université Laval, de certificat en administration des affaires obtenu en 85 à l'Université du Québec de Trois-Rivières, d'une maîtrise en gestion de projet obtenue en 88 à l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'un doctorat en sciences géomatiques obtenu à l'Université Laval et d'un doctorat en sciences de l'information géographique obtenu à l'Université de Marne-la-Vallée, en France. Les deux derniers ont été obtenus en 2004 par l'entremise d'une co-tutelle. Ses travaux de recherche portent principalement sur le droit de l'arpentage, la délimitation de la propriété foncière, l'expertise, le bornage, la qualité de l'information géospatiale, le droit de la responsabilité civile ainsi que le droit disciplinaire. Monsieur Gervais. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai le défi de vous tenir éveillés après ce copieux repas. Alors, je vais tenter de le faire avec brio. Alors, ce que je veux vous entretenir, sur quoi je veux vous entretenir aujourd'hui, c'est sur une enquête canadienne sur la qualité des données géospatiales, enquête qui va avoir lieu dans le courant de l'année. Le timing aurait été bien si on avait eu les résultats, mais on aura d'autres occasions de vous les présenter. Mais comme c'est une enquête qui va solliciter l'ensemble de l'industrie, et on veut avoir la collaboration des gens, des géomaticiens à travers le Canada pour participer à cette enquête-là, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de vous présenter ce qu'on prévoit faire dans cette enquête-là lors de l'événement géomatique 2011. Alors, le plan de la présentation, je vais mettre un peu de billets pour voir où je m'en vais. Ouais. OK. Alors, je vais vous donner quelques informations générales. En fait, quel est ce sondage-là, c'est quoi, comment on va procéder, tout ça, quand, le pourquoi, qu'est-ce qui est derrière ça, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui nous a motivé à l'Université Laval pour organiser une pareille enquête, comment on va le faire. Il y a un cadre théorique qui va être derrière ça, qui va nous permettre d'asseoir nos analyses, donc je vais vous le présenter. Sur quoi va porter l'analyse? Alors, quels seront nos critères de discrimination, nos éléments de corrélation là, sur lesquels on va pouvoir travailler par la suite? Et je vais conclure. Alors, en fait, ce sont des chercheurs qui travaillent au sein du projet GEOID, qui est le numéro du projet, et le 4-23, c'est un projet de phase 4 du réseau GEOID, protection du public et diffusion éthique de l'information géospatiale. Le sondage va se faire comme la majorité des sondages maintenant, c'est-à-dire via le web. On prévoit avoir terminé nos travaux d'ici la fin de l'automne. Donc, on va mettre le sondage en ligne soit avant les fêtes ou après les fêtes. En fait, le sondage est prêt. À toute fin pratique, il est terminé, mais on fait faire une expertise sur le sondage par un expert pour être capable de voir s'il y a des éléments d'amélioration à y faire. Et après ça, on va lancer le sondage. Donc, ça va se faire à travers le Canada. Les partenaires qui vont nous permettre d'avoir accès à leur banque de courriels, il y a GéoConnexion, il y a le CITS, et on va négocier aussi avec la CSG nationale, et évidemment avec toutes les tentacules au niveau des provinces, pour avoir accès à tous les membres de la CSG à travers le Canada. Donc, on veut atteindre la majorité de la communauté géomatique au Canada. Alors, pourquoi, en fait, les 4 citations que j'ai mis là sont un peu notre fer de lance des travaux qu'on mène à l'Université Laval sur la qualité des données. Donc, c'est quelque chose de connu. Ça fait longtemps qu'on en parle. L'information géospatiale sert à des décisions de nature opérationnelle et stratégique. Mais à partir du moment où on diffuse cette information-là à des gens qui n'ont pas les compétences, n'ont pas le savoir-faire, que vaut leur décision, si jamais ils ne sont pas en mesure d'évaluer la qualité ou la portée de l'information qu'ils ont entre les mains. Et dans certains cas, ça peut être totalement inapproprié, dans certains contextes. Et on en a donné beaucoup d'exemples il y a 2 ans lors de l'événement ici. Et puis je vais vous en montrer encore quelques-uns. Des problèmes qui surviennent avec des gens qui utilisent l'information géospatiale, qui lui portent une confiance peut-être un peu démesurée et qui se retrouvent dans le pétrin par la suite. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est la vision des producteurs. Et là, j'en ai pris au hasard. Là, je mets les sources pour que vous puissiez voir que ce n'est pas inventé, mais je ne ciblais pas ces gens-là nécessairement. Mais c'est juste pour voir un peu la tendance qui existe chez les producteurs.
Alors, vous voyez, les clauses d'exonération de responsabilité sont toujours présentes et ils disent à toute fin pratique la même chose, c'est-à-dire qu'on ne garantit jamais l'efficacité, l'intégralité, l'exactitude, la pertinence de l'information aux fins d'un usage particulier. Et le producteur, en l'occurrence le Canada ici, n'accepte aucune responsabilité quant aux dommages ou aux pertes découlant de l'utilisation des données. Alors, le souligné est de moi. Autre exemple, Ville de Laval. La Ville dit qu'elle ne met à jour les cartes de façon périodique. Par conséquent, la Ville ne peut garantir que les cartes disponibles sont à jour. Ne garantit d'aucune façon que les informations apparaissant sur les cartes accessibles sur son portail sont complètes ou exactes. Et elle décline toute responsabilité, quelle qu'elle soit, quant à l'utilisation ou les conclusions tirées à partir des données cartographiques. Alors, vous voyez un peu le même genre de clause qui se répète. Troisième exemple, avec la compagnie TomTom. Alors, TomTom et ses fournisseurs proposent le logiciel et le matériel en l'état avec tous leurs défauts. Moi, j'ai souligné, mais le majuscule, c'est eux qui l'ont indiqué. Et déclinent par la présente garantie limitée toute autre garantie ou condition express, etc., ou les conditions de qualité satisfaisantes, d'utilisation dans un but particulier, de fiabilité ou de disponibilité, d'exactitude, d'exhaustivité des réponses, des résultats, des efforts professionnels, d'absence de virus et d'absence de négligence pour le logiciel ou le matériel. Alors, vous voyez, on veut se dégager totalement de toute responsabilité. Évidemment, quand on l'utilise, l'information, bien là, il peut se produire des conséquences plutôt fâcheuses. Donc, un exemple, et dans ces cas-là, les utilisateurs ou les gens qui ont manipulé l'information ont dit, bien, c'est pas parce qu'il y a des clauses d'exonération de responsabilité qu'on va en rester là, puis ils ont poursuivi les fournisseurs et ils ont eu gain de cause. Alors, dans ce cas-là, c'était une adresse manquante. Alors, il y a eu un appel 911 pour un incendie. Et les services de secours sont arrivés trop tard. Les assureurs ont poursuivi la Ville, en l'occurrence, pour délai déraisonnable. Un autre exemple qui est l'écrasement d'un avion et la mort de tous les passagers. Il y avait une erreur d'échelle sur une carte d'approche, et ce qui a amené une méprise du pilote sur la distance qui restait entre l'avion et la terre ferme. Donc, il est arrivé beaucoup trop rapidement sur la piste et s'est écrasé. Autre cas un peu pathétique qui est arrivé dans le parc de Banff, dans l'Ouest canadien, où des gens sont allés au comptoir, ont récupéré la carte des sentiers de ski de fond, avaient planifié une journée de randonnée, ont amorcé la randonnée et se sont retrouvés avec une piste existante sur les lieux qui n'existait pas sur la carte des sentiers, ont décidé quand même de prendre cette piste-là et de faire un bout de chemin. Ils se sont finalement perdus, ont passé la nuit en forêt. La dame est morte d'hypothermie et l'homme s'est fait amputer les deux jambes quand il a été retrouvé par les secours. Suite à ça, là, il a dû se faire amputer les deux jambes. Alors, vous voyez les conséquences désastreuses qui découlent simplement d'une carte de sentier de ski de fond. Un autre exemple qui a fait la manchette dans le journal Le Soleil, vous en avez peut-être déjà entendu parler, Chantier La Romaine, où il y a un conducteur d'une machinerie lourde qui est mort noyé parce que sa machinerie s'est mise à caler dans ce qui était un étang, alors que sur les cartes qu'ils avaient consultées, l'étang en question n'existait pas. Alors, il y a eu une séquence d'événements, évidemment, qui a provoqué la mort de l'opérateur, mais au départ, les gens se croyaient sur la terre ferme, sur du solide pour travailler, alors que ce n'était pas le cas. La carte ne montrait pas l'étang en question. Vous avez sûrement entendu parler de cette dame-là de Sherbrooke qui s'est perdue au Nouveau-Brunswick en se fiant à son GPS, qui est demeuré 3 ou 4 jours isolée dans un secteur. Sa voiture était enlisée, pas de signal pour son téléphone cellulaire, pas capable d'appeler les secours, a été retrouvée par hasard. Et elle a suivi à la lettre ce que son GPS lui disait de faire, avec le résultat que l'on connaît. C'est une vieille histoire, en fait une vieille histoire qui date d'avril 2011, mais qui a été rediscutée dans le Globe and Mail cette semaine, où Mme Rita Chrétien, qui s'en allait à Las Vegas avec son mari, partait de l'Ouest canadien. Ils ont voulu, en cours de route, prendre un raccourci. Donc, on vérifiait avec leur GPS s'il y avait moyen de prendre une route plus courte pour se rendre à leur hôtel. Le GPS leur a indiqué une route qui est carrossable en été, mais ne l'était pas en avril. Se sont enlisés et la dame est restée chez 45 ou 47 jours, prise au Nevada, sans aucun secours. Elle a survécu. Son mari avait quitté, quelques jours après le moment où ils se sont enlisés dans le parc, a quitté pour tenter d'aller chercher des secours. Il n'a jamais été retrouvé depuis. Alors, on le cherche encore. Alors, vous voyez qu'entre les producteurs qui disent on ne veut surtout pas être tenus responsables et ce qui se passe dans les faits, il y a des utilisateurs qui poursuivent quand même les producteurs. Il y a des situations qui se produisent. Et quand je parle aux producteurs et qu'on parle de ces cas-là, bien évidemment, la réaction est à peu près toujours la même. Hein? Ils sont fous, ces utilisateurs. Il faut être bête pour écouter son GPS, ça prend un peu de bon sens, il faut regarder dans quel chemin on s'engage et tout ça. Oui,
Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que nous, comme experts du domaine, on est un peu biaisés, on pense que tout ça est simple, tout ça est évident, mais que pour le public en général, parce que la géomatique est rendue là maintenant, est rendue dans le grand public, est-ce que le public en général est en mesure de comprendre la portée de l'information et la qualité de l'information? Alors, rapidement, on va baser tout le cadre théorique du sondage sur la gestion des risques. Alors, comment les gens réagissent, comment les producteurs réagissent par rapport aux risques et les utilisateurs? Donc, est-ce que c'est de l'indifférence? Donc, on n'en parle pas, on s'en fout, puis tant pis s'il y a des utilisateurs qui se retrouvent avec des problèmes. Pour certains, est-ce qu'on évite de diffuser le jeu de données? Est-ce qu'on évite de l'utiliser quand on pense qu'on a des doutes? Est-ce que c'est une stratégie qui est utilisée? Est-ce qu'on transfère la patate chaude à quelqu'un d'autre, à un expert? Dès qu'on a à manipuler de l'information, on va engager des gens compétents pour le faire. Donc, ça peut être des formes de stratégie de gestion. Et la quatrième, c'est-à-dire contrôle, est-ce qu'on met en place des mesures de contrôle? C'est-à-dire que les gens qui l'utilisent vont lire la documentation, vont comparer le jeu de données, vont l'améliorer. Donc, il y a une série de mesures potentielles. On en a fait un inventaire et ça va faire partie des questions à l'intérieur du sondage. Je vais rapidement parce que le temps passe. Donc, les questions générales, vous allez voir, il y en a une multitude. J'en ai une quinzaine sur les diapos. Mais en fait, essentiellement, c'est de savoir quelles sont les mesures de gestion des risques prises par les producteurs, quelle est leur vision des problèmes qui peuvent survenir quand ils mettent en marché l'information géographique, et de l'autre côté, quelle est la vision des utilisateurs. Pour eux, est-ce que le risque est imputable aux producteurs? C'est à lui de prendre soin de ses utilisateurs. Est-ce qu'ils partagent est-ce qu'ils sont d'accord avec les clauses d'exonération de responsabilité où le producteur se dégage de toute responsabilité, tout dommage et tout ça? Donc, on va sonder vraiment de part et d'autre les producteurs, les utilisateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et à la fin, on verra si ces gens-là ont la même vision, partagent la même vision, puis quel genre de stratégie de gestion du risque ils mettent en œuvre. On va aussi explorer un peu l'ampleur des dommages et le type de dommages. Est-ce qu'on parle seulement de perte de temps? Là, on a vu des dommages importants, peut-être que c'est l'exception. Est-ce que les gens vont nous répondre massivement, oui, on perd du temps, on ne poursuit pas parce que ça coûte tellement cher poursuivre qu'on ne le fait pas? Alors, on va essayer, on ne pourra pas quantifier les dommages temps par année au Canada, mais on va voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui amène l'information géospatiale en termes de problèmes. Alors, les corrélations vont être multiples. Alors, on va pouvoir voir si les gens sont producteurs ou utilisateurs. Ils auront une portion du questionnaire qui leur sera attitrée. Profil de l'organisation, le profil du répondant, s'il est utilisateur, quel est son niveau de compétence, est-ce qu'il a un background en géomatique ou dans une autre discipline, qu'est-ce que les gens pensent par rapport à l'imputabilité du risque, le rôle des métadonnées, est-ce que c'est utile, est-ce qu'elles sont fiables, est-ce qu'elles parlent, les métadonnées, aux utilisateurs, sont-ils en mesure d'évaluer les risques en consultant les métadonnées? C'est une bonne question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'on accorde de l'importance à la qualité de l'information géospatiale? Alors, autant les producteurs, on va dire oui, ils ont des mécanismes de contrôle, tout ça. L'utilisateur, lui, est-ce qu'il prend ça comme étant la vérité, puis il ne se pose pas d'autres questions, puis c'est ce qui fait qu'il se retrouve dans des situations un peu difficiles. Alors, je vais parler un peu des dommages, des plaintes, quelle est la nature, quelles sont les stratégies de gestion du risque adoptées, et l'influence de la source, une question aussi qu'on va poser, est-ce que pour les gens, des données qui émanent des autorités, que ce soit des ministères, gouvernements, municipalités, est-ce qu'elles devraient avoir, ou est-ce qu'elles ont intuitivement, pour les utilisateurs, une qualité supérieure? Une sécurité supérieure. Alors ça aussi, ça va être intéressant pour les gens qui travaillent dans les organismes publics. Et évidemment, après ça, on va se servir, comme Yvan Bédard, mon collègue, travaille avec moi dans ce dossier-là, et les professionnels de recherche, tout l'aspect géodécisionnel va nous permettre d'établir un paquet de corrélations entre les profils de répondants, d'organisations, utilisateurs, expériences, tout ça. Et je pense que ça va donner des résultats qui peuvent être extrêmement intéressants. Alors, en conclusion, on croit que c'est le premier sondage de cette envergure qui va être mené au Canada et possiblement ailleurs dans le monde. On n'en a pas vu. Il y a eu quelques sondages sur la qualité, mais qui n'étaient pas du tout dans le même registre. On a besoin de la collaboration de l'industrie. Donc, si vous voyez passer ce sondage-là dans votre boîte de courriel, l'hyperlien, bien, on aimerait que vous puissiez y aller puis répondre. Ça va nous alimenter. Et plus il y aura de répondants, plus les résultats seront probants en termes de conclusion. On prévoit diffuser les résultats dans Geomatica, parce que vu que ce sera un sondage canadien, bien, quoi de mieux qu'une revue canadienne pour diffuser les résultats. Et il y a des gens qui nous attendent en France, en Hollande, en Australie, d'autres groupements aussi comme Eurogéographique en Europe et le CERTU, qui aimeraient pouvoir mener le même sondage. Donc, il va être parfaitement bilingue. Toutes les corrélations qui vont avoir été programmées au départ vont être remises à ces gens-là qui pourront refaire le même sondage ailleurs dans le monde, ailleurs en Europe. Et ça sera intéressant de comparer les résultats entre les différents pays.
Alors, les partenaires du projet, je les remercie. Transport Canada, Géoconnexion, le CITS, Infrastructure Canada, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi au niveau de la protection de la vie privée. Hydro-Québec, Transport Québec, l'ICAO, qui est la tentacule de l'ONU qui s'occupe de tout le secteur de l'aviation civile dans le monde, le CERTU, Eurogéographics, l'Ordre des géomètres experts et le groupe Trifid. Nous sommes en train de reconstruire notre site Web. Il y a actuellement un site Web qui est vivant, qui existe, mais on est en train de le reconfigurer. Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez voir arriver notre nouveau site. Alors, merci de votre attention. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Donc, merci, M. Gervais. Nous allons procéder à une période de questions pour à peu près 3 minutes. Les gens veulent s'approcher au micro. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique aux données géospatiales qui fait qu'on n'aurait pas fait le même genre d'études avec la cartographie traditionnelle dans les années 80? Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique aujourd'hui qui rend ce genre d'études-là plus ou moins intéressant par rapport à ce qu'on avait traditionnellement des cartes? Parce qu'on avait des producteurs aussi qui faisaient des erreurs aussi. Tout à fait. C'est une excellente question. La réponse que nous avons, c'est l'apparition du numérique et les nouvelles possibilités que la gestion du numérique permettait. Parce qu'avant, avec une carte papier, là, si on voulait se faire un tracé, si on prend l'exemple du GPS, puis on voit beaucoup de problèmes qui viennent du GPS parce que c'est ce qui a été commercialisé le plus dans le grand public jusqu'à maintenant. Alors, quand on avait une carte routière, on se posait peut-être plus de questions, on savait qu'il y avait une certaine imprécision. Quand on se retrouve avec des données numériques, et ça, je l'ai lu à plusieurs endroits, les gens, parce que c'est numérique, parce qu'ils zooment puis que le trait a toujours la même grosseur, les gens pensent que c'est précis, c'est plus exact. Toute carte, tout produit cartographique ou géomatique est une représentation d'un monde réel, c'est jamais la vérité, c'est un modèle de réalité. Il manque des éléments, il y en a qui ont été traficotés, déplacés, mais les gens ceux qui ne sont pas experts dans le domaine ne le voient pas, ne le comprennent pas. Prennent ça pour du cash et basent leurs décisions. Ils sont prêts à prendre même des risques. J'ai lu dans certains volumes sur le GPS que les gens qui manipulent les GPS croient tellement dans l'outil qu'ils sont prêts à prendre des risques supplémentaires. Alors que c'est pas vrai que le GPS nous permet de faire ça, dans le fond. Alors, c'est l'apparition du numérique, finalement, qui a amené une croissance exponentielle des applications. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se retrouve avec une consommation grand public, une plus grande consommation grand public de l'information géospatiale. Merci. On aurait le temps pour une dernière question. D'abord, merci d'entreprendre cette étude-là. Ça va être assez intéressant dans le cadre des organisations publiques, au Centre d'information topographique. On a tout un repositionnement à faire sur le rôle du gouvernement, le genre de produits qu'on a à offrir, et de savoir la perception. Ça va être très intéressant au niveau des genres de politiques, droits d'utilisation, etc., responsabilité. Ma question, c'est d'abord, j'aimerais vous demander, on parle ici de données géospatiales, mais ce phénomène-là d'informations non validées sur le web, si on sort du domaine géospatial, ça existe ailleurs, toutes les wikis, etc. Est-ce qu'il y a des études similaires sur la responsabilité de ces informations-là, soit de Web 2.0, de crowdsourcing, ou encore de n'importe quelle autre organisation qui peut publier de l'information sur le web et être tenue responsable? Il y a sûrement eu des cas peut-être un peu plus... L'expérience est peut-être un peu plus longue, on a peut-être plus d'expérience dans le domaine autre que la géomatique? Oui et non. Nous avons, dans le cadre du projet, 3 avocates de l'Université d'Ottawa qui travaillent avec nous, et dont une qui est spécialité en responsabilité civile et s'intéresse d'ailleurs beaucoup au Web 2.0 et au contexte aussi de l'information géospatiale et l'information en général. Le droit est en moyenne 15 à 20 ans derrière la technologie, toujours en retard. Donc, avant que la technologie mette en place un produit ou un service quelconque, que ça dérape, que ça amène des dommages et que ça soit jugé devant un tribunal, il se passe 15-20 ans. Alors, on n'a pas beaucoup de matériel à savoir qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, dans le Web 2.0, c'est un citoyen qui vient mettre une information, qui est responsable. Je dirais, jusqu'à maintenant, la tendance, et c'est une tendance, là, je ne suis pas en train de vous donner la conclusion finale, celui qui héberge le site est parfois reconnu coupable, dépendant de son rôle, le rôle qu'il joue
la façon dont ça se passe, il y a des sites, des gestionnaires de sites Internet qui ont été reconnus coupables et non pas les gens qui sont venus mettre des données. Autrement dit, s'il y a une information, par exemple, qui serait diffamatoire, mais c'est celui qui héberge le site ou qui le gère qui devrait retirer cette information-là. Alors, mais c'est très préliminaire comme conclusion et tout est à faire au niveau juridique sur le Web 2.0. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.